transportés au paradis. Quelques olives, offertes par un berger d'Arcadie, dans la chaleur de la mi-journée, dans la stridence des cigales, ou bien le hérété amical d'une vieille femme croisée sur la route, ou encore la désignation antique d'un lieu présent. Chaque fois qu'après une absence prolongée, nous revenions à notre maison de Léros, nous étions envahis par un sentiment de bonheur indescriptible. Ici, la vie est une fête perpétuelle. Tous ici ne nous veulent que du bien. Ici, l'air est embaumé et la lumière plus claire que nulle part ailleurs. Une telle image d'Épinal ne pouvait évidemment s'éterniser. Le réveil fut douloureux. Nos voisins nous intentèrent un procès au sujet de notre terrain. On nous accusa d'être des espions turcs et de passer du haschisch en contrebande, parce que notre Daphné allait si souvent en Turquie, chez l'ennemi héréditaire. Pire encore, le livre L'île de Diane, que j'avais écrit par amour pour l'Héros, fut présenté dans la presse locale comme une insulte à la population de l'île. À ma grande surprise, cette expérience personnelle de la méfiance et de la malveillance des Grecs me donna une toute autre vision de la Grèce antique. Si j'avais pu croire auparavant que les Grecs d'aujourd'hui étaient aussi nobles que les Grecs de l'Antiquité, je comprenais maintenant que les anciens habitants de ce pays avaient été des Janus aussi peu dignes de confiance et aussi querelleurs que les habitants actuels. Perdre ses illusions est une expérience douloureuse, mais à terme utile. J'ai remarqué, et avec joie, qu'une conception plus réaliste des Grecs n'avait nullement affaibli mon amour pour le pays, mais au contraire me l'avait rendu plus proche, lui et ses habitants. À les examiner sur un fond de conflits et d'intrigues, les grandes réalisations de la civilisation antique ne perdent rien de leur valeur. Mes voisins, quant à eux, sont devenus plus vivants, car j'ai pu faire le partage entre les vrais amis et ceux qui, par malin plaisir, attendent l'occasion favorable de me causer des ennuis. Notre maison de Léros se compose de 2 maisons emboîtées l'une dans l'autre et construites voilà environ 100 ans dans le style traditionnel des Cyclades. Les murs de pierre ont 1 mètre d'épaisseur et le toit en terrasse est fait de roseaux et d'argile bleue. On peut dire que cette maison nous a été offerte par Daphné, car c'est ce bateau qui nous a conduits ici en 1965, et c'est grâce au livre que j'ai écrit sur nos croisières à la voile que j'ai pu acquérir la maison. Une chose est de s'intéresser à un pays en simple touriste, une autre d'y vivre. Grâce à notre maison, nous nous sommes peu à peu enracinés dans le sol rocailleux de l'Héros. Les pluies battantes des hivers, la splendeur des fleurs au printemps et les chaudes nuits d'été piquées d'étoiles font désormais partie de notre vie, tout comme les habitants de l'île, têtus, agités et qui trament inconsciemment de nouvelles intrigues. L'Héros nous a permis d'observer chaque jour les conditions sociales, économiques, religieuses et politiques de la Grèce, où s'entremêlent traditions millénaires et bouleversements mondiaux en cours.
Lorsque nous sommes arrivés sur l'île, les habitants avaient encore à l'esprit la période coloniale italienne d'avant la guerre, ainsi que les dramatiques événements des années de guerre. Actuellement, nombre de nos amis ont une place au cimetière. Là, nous sommes en pays de connaissance. Et leurs enfants et petits-enfants qui ont repris le flambeau sont devenus nos amis ou nos ennemis. Dans une île aussi petite, on apprend à connaître chaque recoin du village, chaque chemin, chaque sentier de berger, chaque source, chaque chapelle consacrée à un saint, chaque tas d'ordures, tout comme chaque crique lavé par les vagues et chaque promontoire rocheux. À la vérité, il n'existe aucun autre endroit au monde, en Finlande ou ailleurs, que je connaisse d'une façon aussi détaillée et aussi parfaite. Ska vi se vad vi ska hitta. Där har de den här divanen. Jag fann det just där. Ja, jag tänkte det just det till det också. Alltså när jag kan säga så ställer vi. Så jag hoppas jag allt går bra. Ser du här har vi någon tydligare än det först. Ska se när vi får igång det här. Borde ha satt lite mera liani på det för att få igång det. Men det är ganska bra redan nu. Sådär. Ja. Tänk att de ändå slösar med att sätta så mycket. Jag samlar ihop det på en plats. Chacun de nous rêve sans doute de la Méditerranée à sa façon. Pour quelques-uns, c'est une attirance fugitive. Pour d'autres, c'est la séduction de toute une vie. Alvar Aalto est l'un de ceux qui ont été le plus profondément envoûtés par leur rêve méditerranéen. Ce rêve a marqué manifestement son architecture, aussi bien dans ses œuvres de jeunesse que dans ses derniers travaux. Et c'est ce rêve qui nous a réunis, Alvar Aalto et moi, en 1952, et a fait naître une amitié indéfectible. Nous avons tout de suite compris que nous puisions aux mêmes sources. Le voyage en Italie de Goethe et la civilisation de l'Italie au temps de la Renaissance de Jacob Burckhardt. Mais, avant tout, nous découvrions avec le même enthousiasme les magnifiques villes du nord de l'Italie, Venise, Florence, Sienne. Tout cela créa un terrain favorable à des discussions sans fin, à une fréquentation agréable qui, petit à petit, trouva une concrétisation. En 1969, Alvar Aalto fit les plans de ma maison de Tammisaari, en Finlande, et en 1976, après sa mort, je commençai à écrire sa biographie. Lorsque nous avons conçu le film que voici, j'ai su
clairement qu'il devait comprendre 3 lieux où Alvar Aalto et moi nous sommes allés séparément. Et ces endroits ont allumé en nous le même désir ardent de rejoindre notre rêve méditerranéen. Le premier lieu, c'est Florence, dont Aalto louait sans cesse 2 monuments, à savoir la coupole de la cathédrale, due à l'architecte Brunelleschi, et la chapelle Pazzi, petite mais exceptionnelle. Le deuxième lieu de pèlerinage, c'est San Gimignano, en Toscane, où, en 1937, j'avais alors 20 ans, je tombais follement amoureux de la fille d'un cordonnier. Elle s'appelait Assunta et avait 16 ans. Alvar Aalto, quant à lui, passa une journée heureuse à San Gimignano en 1948.